Hello, comment ça va? Ça va et toi? Bien, bien. Cool. Bon, merci d'avoir de la C'est chouette. dispo déjà. Bah, je t'en prie, y a pas de souci. Hmm. C'est chouette de reprendre de tes nouvelles, c'est l'occasion. Donc là, en gros, j'ai commencé le MOOC la semaine dernière. Le MOOC, c'est Devenir entrepreneur du changement. Et il a Ouais. été co-créé par Ticket for Change, je pense que tu connais Hmm. déjà, et puis HEC. Ouais, Et ouais, je connais. la deuxième semaine est plutôt sur toute la phase inspirationnelle, où c'est venir voir des portraits d'entrepreneurs, alors d'entrepreneurs du changement, à la fois intrapreneurs dans une entreprise et entrepreneurs qui créent leur boîte. Et on nous propose de faire comme exercice, on va dire, de faire un portrait d'un entrepreneur du changement qui nous inspire. Et donc c'est pour ça que je t'ai contacté. C'est très bien. C'est cool. Excellent. Dans un premier temps, est-ce que tu peux juste expliquer un petit peu ce que c'est que Sheraton, quel est le concept et comment il est né? Ouais, alors, Sheraton, c'est une plateforme de prêt de matériel sportif gratuit entre particuliers. Je vais te dire juste après comment le concept est né. Aujourd'hui, la raison d'être de Sheraton et même de l'entreprise qui est dite Sheraton, qui n'est pas Sheraton, Share and Share and Smile. Smile. Ouais, tout à fait. Partager et sourire. Sa raison d'être, c'est réveiller le lien social. En gros, l'idée, c'est que notre but, c'est de créer un espace où il y a des opportunités d'être généreux, d'être solidaire avec les gens, parce qu'on est dans une société qui nous donne de moins en moins l'occasion de l'être, tout simplement. Et bah, ça fait du bien. On a juste oublié que ça faisait du bien d'être généreux avec les gens. Donc c'est ça notre sujet, c'est de dire comment on renoue du lien, de la solidarité, comment on amène les gens à se questionner sur leur rapport à la propriété, sur leur rapport à l'autre, à la confiance dans un inconnu, dans un voisin, Mm. dans l'autre. Et on le fait par le prêt de matériel sportif et demain par d'autres choses. Ce Share and Smile ne va pas s'arrêter à juste Sheraton. Ok. Donc on va faire du prêt d'autres choses ensuite. Donc avec le même style à chaque fois, donc, se prêter tout ce qui est des actifs dormants en fait. Mm. Tu auras Sheraton pour le sport, tu auras Share le book ou je sais pas pour les livres, Mm. tu auras un espace pour se prêter des outils, un espace pour se prêter des jeux de société, tous les trucs qui traînent chez toi et qui prennent la poussière Mm. et qui pourraient mieux servir. Et du coup, notre finalité, c'est de créer de la solidarité et provoquer des rencontres généreuses. Mm. Et par contre, ça a tout un tas de conséquences qui sont sympas, d'externalités, Mm. qui sont mieux utiliser ce qui existe déjà. Donc, C'est sûr qu'on réduire a fortement on a tous des choses qui traînent à la maison. à fond. Ouais. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est on vient d'un monde de la propriété et d'une prétendue abondance euh, où du coup il fallait posséder les choses et c'était normal. On se, même on pouvait se jauger à ça parfois, quoi, Mm. s'évaluer à ça. Et donc penser sa propre valeur individuelle en fonction de ce qu'on possédait. Et ce monde il est clairement remis en question par les jeunes générations. Mais au-delà de ça, juste aussi, c'est un modèle qui, là, on se rend compte qu'il n'est pas tenable en fait. Mm. Il touche clairement à ses limites. Et notamment en termes de ressources naturelles, en énergie, en matière, en tout un tas de choses, on se rend bien compte que on ne pourra plus continuer comme ça. Mm. Il y a plus de quoi. Ouais. Et donc par le prêt de matos, on sensibilise les gens sur le fait de se dire ah ouais, en fait avec moins, j'accède à plus de choses et en plus je réduis énormément ma pression sur la planète parce que je réduis énormément le besoin en matière première, en énergie, en ressources naturelles. Mm. Et on fait ça juste en utilisant mieux ce qui existe déjà plutôt que de continuer à faire du neuf qui sert quasiment pas. Mm. Donc ça c'est une autre externalité mais qui me tient beaucoup à cœur. Et puis après, il y a aussi le fait de se dire, si on utilise mieux ce qui existe déjà, mais en fait ça va s'user, il va falloir l'entretenir, il va falloir travailler pour l'entretenir, pour le réparer, et ça se fait que localement. Donc de la même manière, on va créer de l'activité, de l'emploi plutôt local et plutôt dans faire durer, prendre soin, plutôt que de créer de l'activité souvent sur un autre continent, dans fabriquer du neuf quasiment jetable. Ouais. De venir jeter, Donc c'est, racheter hum, et juste donc être c'est sur cette boucle. Donc on va favoriser des activités industrielles, humaines, économiques, tout ce que tu veux, mais qui vont plutôt aller dans un sens du prendre soin et faire durer. Mm. Et ça me plaît bien aussi. Il y a tout ce côté où tu dynamises le côté local aussi. Alors d'une autre façon, ce ne Ouais, sera pas un revendeur, mais ça sera quelqu'un qui viendra réparer ou autre, mais qui viendra prolonger la vie de exactement. l'existant. Exactement.
Donc voilà, il y a tout un tas de belles autres conséquences à ce qu'on fait avec la plateforme de prêt. Mais par contre, la visée première maintenant, on a bien mis le doigt dessus et on l'affirme comme ça, c'est réveiller le lien social. Et ce qui nous permet en plus de ça, d'avoir une autre activité que faire des plateformes, et qui est plus du conseil, une activité que j'appelle d'ingénierie sociale, et qui est accompagner des organisations, peu importe, sur la dynamisation du lien social sur une population qui les intéresse. Donc ça peut être les salariés d'une entreprise, ça peut être les habitants d'une cité pour un bailleur social que j'accompagne, ça peut être un quartier pour une ville, ça pourrait être tout un tas de choses en fait. Et là c'est assez chouette parce que ça élargit le spectre de nos actions. Non pas qu'on avait un terrain de jeu trop petit, mais par contre c'est vachement plus enrichissant et valorisant de travailler sur tout un tas de sujets comme ça, plutôt que d'être ultra spécialiste d'un seul truc, quoi. C'est sûr. Voilà, donc 2 grands métiers, Chérathlon et puis ses frères et sœurs jumeaux qui vont arriver, pas tellement jumeaux. Ouais, plus jumeaux là, ils sont un petit frère, petite sœur. Mais ils vont se ressembler beaucoup en tout cas. Donc Chérathlon et ses frères et sœurs qui vont arriver là d'ici à fin d'année, début d'année prochaine sur les autres thématiques. Et puis de l'autre côté, la partie plutôt conseil, ingénierie sociale. Tout ça au service du lien social. Donc voilà ce que c'est aujourd'hui. Et tu me demandais comment c'est né. Le projet il est né avec un constat qui était qu'en fait on rend pas vraiment accessible chez Decathlon la pratique au plus grand nombre. Parce que donc tu travaillais chez Decathlon avant. Excuse-moi, c'est vrai. Non, pas de souci. Donc ça faisait 3 mois que j'étais chez Between, chef de projet, et puis on était avec des copains, des collègues sur le vélo tout chemin. On avait un petit atelier pour améliorer le prochain modèle. Et à un moment, le chef de produit a posé une question qui était assez intéressante. C'était comment on touche des utilisateurs pas encore pratiquants. Je dis attendez, moi j'ai bien compris depuis que je suis arrivé que le sens de Decathlon c'était de rendre accessible la pratique au plus grand nombre. Il faut y aller alors, c'est eux qu'il faut aller chercher. Ceux qui font du sport, le job est déjà fait en fait. Et donc du coup j'ai beaucoup embêté mes petits copains à ce moment-là autour de ça, et en leur disant il y a qu'à faire ci, faire ça, il faudrait qu'on fasse ci ou ça. Et donc je parlais de louer du matériel, je parlais de prêter du matériel, je parlais de tout un tas de choses. Ça m'a vite connecté au développement durable. En plus moi j'étais en train de me refaire me reconnecter à des choses un peu profondes, mais autour du zéro déchet, etc. Donc ça a vachement résonné avec tout ça. Et dans tout ça, moi ce qui m'intéressait le plus, c'était d'utiliser, plutôt que d'avoir un parc en plus, d'utiliser le parc du matériel qui dort chez les gens. Et donc du coup, je me suis dit, on pourrait très bien faire le couchsurfing, et pas le Airbnb, mais le couchsurfing du matériel sportif, où les gens pourraient prêter gratuitement leur matériel entre eux. Et j'ai commencé à faire ça dans Decat, et puis après, je suis sorti de Decat pour le faire encore mieux, encore plus vite. Et voilà. Tu es resté combien de temps au total chez Decat avec cette double casquette de chef de projet et de créateur de Chérathlon? Je suis resté au total 3 ans chez Decat. Et créateur de Chérathlon, c'est un peu compliqué à dire, parce qu'en fait, dès que je suis arrivé quasiment, j'ai eu une sorte de déclic en disant il faut qu'on fasse quelque chose. Et j'ai passé plus d'1 an à pas faire. Et à juste en parler autour de moi. Et puis au bout d'un moment, je suis tombé sur un autre mec qui lui avait été passé à l'action en entrepreneuriat et qui m'a dit il est super ton truc Clément, qu'est-ce que t'attends? Et je me suis dit c'est vrai, qu'est-ce que j'attends? Et je me suis rendu compte que plutôt que de modéliser et de ce qu'on peut appeler la paralysie par l'analyse, mais de construire des châteaux en Espagne comme ça pendant ça peut durer des années en fait, on peut ne jamais faire. Il y a un truc très simple, c'est juste de faire un premier pas. Le plus petit pas possible, mais quelque chose. Et donc, à partir du moment où tu fais quelque chose, t'es plus dans le monde des idées, t'es dans le monde de l'action. Et ça amène l'action d'après. Et puis, ça amène beaucoup plus de concret à ce que tu es en train de faire. Et du coup, ça valide et ça légitime, ça amène tout un tas de choses intéressantes. Et dans la manière de vivre le truc, ça te met en projet, en fait. Ça te met, toi, en mode j'avance, je fais. Et c'est ça qui fait que tu deviens entrepreneur, en fait. C'est le fait de commencer à faire. Et tous ceux qui font... là, c'est un jugement... Déjà, je suis dans le jugement, mais
personnel, mais tous ceux qui se pensent être entrepreneurs, mais qui ne font que des business plans et des projections et des choses comme ça, il manque quelque chose. Et on peut avancer très très loin avant d'écrire une seule ligne dans un business plan, vraiment. Pas besoin de ces choses-là en fait pour démarrer, ça vient après, quand il y a besoin de convaincre un banquier ou quoi. Mais tu as besoin de convaincre un banquier que très tard. Peut-être il y a un moment où il faut arrêter d'analyser ou quoi, et il faut faire. Il y a justement tout un truc sur le lean startup, le lean comme le lean manufacturing chez les copains américains. Et il y a un truc bien à retenir là-dedans, c'est en gros éliminer les gâchis. C'est un peu ça la philosophie du lean. Pas de graisse, quoi, pas de truc qui sert à rien. Et en fait, quand tu fais un projet disruptif, ce soit start-up ou autre, en fait, peu importe, quelque chose qui ne relève pas de ce que tu as l'habitude de faire et que tu maîtrises. Donc, quand tu es dans l'inconnu et que tu traces un nouveau chemin, le pire des gâchis que tu peux faire, c'est dépenser du temps et de l'énergie et d'autres ressources à créer quelque chose dont les gens n'ont pas besoin. Et donc, le mieux pour t'en prémunir, c'est de très vite confronter à ta cible quelque chose, même si c'est dégueulasse. Venir te concentrer sur ta création de valeur et venir en mode itératif améliorer ta solution. Ouais, c'est ça. Et donc, et du coup, quand j'ai eu cette prise de conscience-là, j'ai fait un Google Drive, un petit tableau sur Google Drive, et puis je l'ai envoyé à des copains et des copines, et notamment toi, qui a été la première à dire moi je prête un truc. Voilà. Et puis il s'est passé tout un tas de choses depuis, c'est rigolo. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Et du coup, ce qui était marrant, c'était de se dire, dans des conditions complètement dégradées par rapport à ce que je pensais être ce qu'il fallait pour que ça marche, donc juste un vieux tableau tout pourri où les gens mettaient, moi voilà ce que je prête, dans quelles conditions, voilà mes infos de contact, et puis c'est tout. Ça suffisait pour que des gens se mettent en relation entre eux et se prêtent et s'empruntent du matériel, etc. Et donc, du coup, ça a validé l'hypothèse que les gens avaient envie de prêter des choses. Ça a mis en premier ce que tu disais tout à l'heure, créer du lien. Alors ok, c'était au sein de la même entreprise, mais par contre, c'était des services qu'on ne se connaissait pas, etc. Et on créait des liens en se prêtant du matériel. Ouais, tout à fait. Donc, c'est ça qui est plutôt cool, quoi. Et en fait, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ça a démarré dans l'entreprise et maintenant, mon modèle économique est basé autour de ça, de faire des communautés de partage privées, des sortes de carrés VIP dans la plateforme publique. Tu as un sous-espace qui est privé. Ouais. Mais tu peux toujours aller dans l'espace public, et donc c'est ça que je vends à mes clients qui eux achètent ce côté VIP où il faut voir le logo de l'entreprise ou de l'organisation sur le profil de la personne, plus cet accès spécial à leur carré VIP à eux, quoi. Okay. Donc c'est rigolo, mais c'est notamment le fait qu'il y avait toute une tension autour de ouvrir ou pas, garder que pour les décathloniens ou ouvrir aux autres, qui m'a donné l'idée de ce modèle économique-là. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené justement à créer ta boîte? Parce que tu as commencé en tant qu'intrapreneur social, pardon. Et derrière, tu as fait le choix justement de devenir entrepreneur social et de créer ta propre structure à côté et d'avoir donc client comme Decathlon comme client et non plus comme incubateur, on va dire. C'est quoi qui t'a poussé à cette décision? Alors déjà, c'était intrapreneur tout court et même pas social. Tu vois, si on veut être très franc, tu vois, si je suis très honnête avec moi-même là-dessus, je pense qu'il y avait un truc assez profond chez moi sur le social, mais qui n'était pas affirmé, qui n'était pas conscientisé à ce moment-là. Et donc j'ai d'abord fait ça pour Decat, pour rendre accessible le sport au plus grand nombre, et comme j'étais un peu impertinent, je disais mais pour de vrai. Il y a eu toute une conjonction de choses qui m'ont fait me dire, en fait, j'irai plus vite et mieux en le faisant dehors. Ça me fatigue de me justifier, de résister à toutes les injonctions de faire plutôt comme ci que comme ça, etc. En entrepreneur. J'avais beaucoup de ça, en fait. Et donc, beaucoup de mon énergie consacrée à ce projet-là a été gâchée là-dessus. Tu avais pas mal de freins plutôt que d'avancer.
Ouais, et c'était des trucs de bonne volonté, si tu veux. C'était pas des freins, genre je veux t'empêcher de faire, mais c'était tout un tas de gens qui avaient des convictions en disant non, mais ton truc il est super, mais il faut que tu le fasses comme ça. Mm. Et donc, c'était assez fatigant. Et c'est souvent le problème d'ailleurs des projets disruptifs qui ont démarré en mode MacGyver dans un coin sous les radars. Une fois qu'ils ont de la visibilité, c'est qu'on veut les professionnaliser, les industrialiser, les machins, et c'est là que commencent les emmerdes en fait, quoi. C'est là que commencent les problèmes parce que on va rajouter tout un tas de choses qui vont progressivement, touche par touche, enlever tout ce qui faisait le caractère disruptif de ton innovation et qui vont rendre le projet plus qu'une sorte de vieille amélioration continue de toujours la même chose plutôt que de... Donc voilà. Donc ça c'était déjà c'est quelque chose que je sentais qui me pendait au nez. J'avais peur aussi qu'on me tape sur l'épaule et qu'on me dise Clément c'est super et maintenant c'est Manu qui va prendre le relais parce que toi tu vas aller trouver autre chose et puis voilà. Ouais. Parce que quand tu intraprends c'est pas pour toi, c'est pour ton employeur. Ouais. Alors que c'était quand même ton bébé. Ça, et que j'avais porté à bout de bras contre vents et marées quand même en interne pour avoir rien que le droit de travailler dessus et après pour avoir le droit de le faire exister, quoi. Ouais. Et puis ouais, il y avait ce côté, bon, je commençais à sentir qu'il y avait un truc avec la gratuité, avec un modèle économique qui ne rentrait pas forcément bien dans comment Decathlon comment l'entreprise est structurée. Et, tu vois, tu peux pas, en fait, en fonction de comment tu t'es enregistré au registre du commerce et tes statuts, etc., tu peux pas faire n'importe quelle activité économique. C'était un business model plus traditionnel, alors que là, tu allais sur quelque chose un peu novatif qui rentrait pas dans le cadre de la structure de l'entreprise telle qu'elle était définie. Tout à fait. Et je pense pas que Decathlon allait changer ses statuts. Pour toi et donc voilà, il y avait tout un tas de choses. Puis il y a une stratégie aussi à l'époque de Decathlon de recentrage sur faire les meilleurs produits possibles et devenir une plateforme qui permet à tout un tas de services portés par d'autres d'améliorer l'expérience de l'utilisateur Decathlon, quoi. Mais pas porté par Decathlon, du coup. Ouais, d'externaliser. En fait, c'est pas tellement externalisé, c'est juste on devient une sorte de centre de gravité, tu sais, c'est un peu ça leur idée avec la plateforme, là. On est le centre de gravité de l'expérience sportive, et puis il y a tout un tas de gens qui vont proposer des trucs basés sur ce que nous on permet de faire et connectés à Decathlon, où tu pourrais être un des premiers partenaires de notre grand projet de plateforme. Et donc je me suis dit pourquoi pas, quoi. Et du coup il y a 1 an à peu près, en septembre, j'ai décidé de passer le cap et de créer ma société. Et donc c'était toujours dans un mental plutôt entrepreneur. Sauf qu'il y avait déjà des petites craquelures sur le côté business pur et notamment sur le fait de dire mon modèle économique, d'avoir affirmé l'importance du prêt gratuit plutôt que de la location, malgré le fait qu'en fait ça force à beaucoup plus d'innovation dans l'élaboration du modèle économique par rapport à un équivalent d'Airbnb sur le matos sportif. C'est très simple, tu prends une commission et puis basta, quoi. Il y avait déjà des petits trucs qui relevaient du social, en fait, qui relevaient on va dire, pour le changement. Il y avait ce côté la nature de la relation qu'on provoque chez les gens, et il y avait bien évidemment le côté développement durable dans la mesure où réduire la quantité de produits créés, de produits neufs créés. Exactement. Et venir augmenter le pourcentage d'utilisation dans la vie d'un produit. Exactement. Donc la valeur d'usage des produits. Et ça, c'était déjà très très branché changement, quoi. N'empêche que j'avais un mental entrepreneur. Ça, plutôt, voilà, je fais ma boîte, quoi. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'en cheminant, j'ai commencé à me connecter à tout un tas de choses autour de l'entreprise à mission, autour de l'économie sociale et solidaire, autour de tout un tas de choses qui faisaient sens pour moi, en fait. Et donc j'ai commencé à cheminer pas seulement sur le développement de mon projet entrepreneurial, mais aussi sur le sens, la cohérence. Et au point que ça faisait même pas 6 mois que l'entreprise existait que j'ai fait une refonte totale des statuts. Pour en faire une entreprise de l'économie sociale et solidaire, et d'aller un peu plus loin que ça et d'en faire ce qu'on appelle une entreprise solidaire d'utilité sociale. Et ZUS,
laquelle je vais demander l'agrément dès qu'on aura fini notre premier exercice, donc en janvier. Donc, et ça, c'est plutôt chouette, quoi. Donc, c'est des choses qui peuvent être vues comme des contraintes pour des entrepreneurs classiques, mais parce que tu vas pas pouvoir te verser autant de dividendes que tu veux. C'est limité à 30% de dividendes sur ton résultat et le reste en réserve. Tu vas encadrer les écarts de salaire entre les mieux et les moins bien payés à un écart de 1 à 7 maximum. Tu vas faire des principes de gouvernance participative. Bon, il y a tout un tas de choses comme ça. Il y a tout un tas de mécanismes qui limitent la lucrativité du capital, en fait. Ça, justement, sur les réseaux sociaux, vous aviez communiqué que tu rejoignais le mouvement. Et je m'étais renseigné là-dessus. C'est vraiment super intéressant de voir. Alors, ça peut être vu comme un frein pour un business classique, mais par contre, c'est aussi un gage de pérennité sur un business social, justement. Ouais, je trouve. Et moi, je l'ai vraiment vécu. Tu vois, il y a pas mal de gens des connaisseurs, on va dire, du milieu, qui disaient « Ah ouais, bah c'est bien, t'as fait ça, ça va t'ouvrir des portes, en fait. » Et je dis « Bah peut-être, mais je suis même pas allé chercher quelle porte ça allait ouvrir. » C'est une philosophie plutôt. C'est la cohérence. Ouais. Moi, je mets le mot cohérence derrière. Tu vois, il y a tout un tas de trucs enfin, je sais pas, il y a une disposition qui dit qu'en gros, un actionnaire qui se comporte de manière immorale peut être viré par les autres actionnaires. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça où ça peut faire flipper, et moi, je trouve ça juste cohérent, en fait. Et souvent, quand l'avocat m'expliquait tout ça, je disais, putain, mais pourquoi c'est pas dans les vraies boîtes, dans les sociétés dans les vraies boîtes, dans les sociétés classiques. Ouais. Et il m'a dit, parce que ça les contraint, ils n'aiment pas ça. Donc bon, c'était rigolo. Et donc voilà, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que, mais c'est pas une règle générale, mais tu peux aussi avoir une démarche entrepreneuriale tout court d'abord et for change en cours de route, finalement. Et je crois que ce qui est important, en tout cas, c'est juste de savoir pourquoi tu fais les choses et d'aller chercher de la cohérence. Et puis en fait, moi, je vois que tous les 6 mois ou même tous les 3 mois, je me rends compte que je suis allé un cran encore plus profond dans le pourquoi on fait ça, pourquoi on avance, etc. Et que déjà, il y a 6 mois, par exemple, j'étais super... j'avais une pêche de dingue le matin en sachant pourquoi je faisais les choses, tu vois, beaucoup plus que quand j'étais juste salarié. Et maintenant, c'est encore plus fort. C'est juste que c'est assez chouette de voir que tu peux encore creuser longtemps avant d'arriver au fond du fond, je pense, de motivation profonde et de ton utilité. C'est top, c'est que tu arrives de plus en plus à être aligné entre ce que tu fais et qui tu es. Ouais, exactement. C'est top. C'est assez chouette. Et donc, du coup, c'est un support, un vecteur d'épanouissement et d'accomplissement beaucoup plus fort que tout ce que j'ai pu connaître avant, en fait. Et donc, voilà comment c'est devenu social progressivement. Justement, quand tu parlais tout à l'heure un petit peu du côté business model, où tu viens maintenant avoir une activité d'ingénierie ou de conseil pour la création de liens sociaux, c'est lié à ton business model que tu as recherché derrière, parce que sur le côté prêt, je me souviens, ça te tenait à cœur de ne pas louer, mais justement de prêter, d'avoir ce côté gratuité, qui par contre te contraint d'un point de vue financier derrière pour venir générer du revenu. C'est quoi à l'heure actuelle ton business model? Tu l'as déjà trouvé ou tu cherches encore? Ouais. On n'a pas trop le choix parce que je me donne pas trop le choix parce que j'essaye d'avancer et de développer le truc sans lever de fonds. Ouais. Ce qui veut dire qu'il faut réfléchir à se financer soit sur les fonds propres, sur le chiffre d'affaires et éventuellement un peu d'emprunt. Ouais. Mais c'est ce qui est en train de se passer, donc c'est plutôt cool. Et du coup, le modèle économique, il y en a deux, quoi. Il y a vraiment alors la partie conseil qui est simple, facture à la journée, et elle a plutôt vocation à tenir bon, à mettre du beurre dans les épinards et à faire tenir le temps que la partie plateforme se paye elle-même. Parce qu'aujourd'hui, la partie plateforme, c'est celle qui consomme le plus de ressources en ingénierie, en développement informatique, tout ça, ça coûte très cher. Bravo pour ton premier CDI d'ailleurs. C'est pas encore un CDI, c'est des apprentis, c'est des contrats d'apprentissage, donc c'est pas encore du CDI, mais ça va venir. J'ai vu les premiers contrats qui passaient aussi signés au Saint-Saul. C'est chouette, quoi, parce que oui, en plus signé dans un bistrot, quoi. Et voilà, ça fait que 1 an, et donc du coup il y a 2 contrats d'apprentissage, il y a un prestataire mais qui fait partie de l'équipe depuis toujours, qui est là depuis janvier à temps plein aussi, donc l'air de rien, ça crée déjà de l'activité économique sous forme d'emploi, quoi. Ouais. Même si c'est humblement.
c'est chouette. Et alors je reviens sur le modèle économique. En gros, la plateforme coûte très cher et rapportera, en fait, va mettre du temps à rapporter suffisamment d'argent. Elle rapporte déjà, hein, et donc le conseil compense ce delta-là en attendant. Et la plateforme, elle va nous rapporter de l'argent, comme je t'ai dit, avec l'histoire des carrés VIP, donc des cercles de partage qui vont permettre d'avoir une communauté privée pour une organisation qui veut. Ça peut être un employeur pour ses salariés, ça peut être une fédé sportive pour ses licenciés, ça peut être un tas de choses. On est en train de voir avec un promoteur immobilier qui voudrait donner une valeur un peu supplémentaire pour les habitants du nouveau quartier qui va sortir de terre, et on se dit pourquoi pas leur faire une communauté juste pour les habitants. Enfin, donc il y a des idées comme ça qui sortent. Et puis il y a un autre sujet, c'est justement donner un petit coup de pouce à Decathlon et aux autres vendeurs vendeurs d'articles sportifs, donc tous les gens qui ont des magasins, tous les magasins. En ce moment, en France, mais je pense que c'est assez généralisé, il y a une problématique de trafic, quoi, de fréquentation. Il n'y a plus assez de gens qui viennent en magasin. Moins en moins visités, ils ont un vrai sujet en disant comment on fait revenir les gens. Et moi, je viens les revoir en disant coucou, vous pouvez prêter si vous voulez du matériel, et du coup, les gens vont venir chez vous pour vous emprunter du matériel. Et après, à vous de faire le job pour mieux les connaître, pour mieux savoir comment les servir. Et potentiellement, ça c'est mon plan machiavélique, mais potentiellement vous remettre un peu en question sur votre mode opératoire et vous dire que vous pourriez aussi aider ces gens-là, pas seulement en vendant des marchandises, mais en apportant des services. Et de réparation, de conseils, de coaching, de tout un tas de choses, mais en gros, repenser le pourquoi on irait dans ces établissements, dans ces lieux physiques qui peuvent avoir un intérêt si tu te détaches du fait que c'est seulement des magasins. Les aider dans cette conduite du changement en venant changer l'offre proposée. Ouais, doucement, c'est une aspiration, une volonté, mais je pourrais pas les forcer. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je mets le pied dans la porte en leur disant je vous vends un levier à actionner pour faire venir des gens chez vous. Après, utilisez-le à bon escient, utilisez-le bien. Et en même temps, c'est l'occasion de les sensibiliser à ces questions, de dire mais après tout, tu vois, vu les tendances actuelles, si je fais que pousser de la marchandise, je suis condamné quand même si je prête sur Cherapon pour faire venir des gens. Il y a un moment où ça ne tiendra plus. Donc qu'est-ce que je deviens, et donc si j'aide à les amener à se poser ces questions-là, et si à la limite même ils les partagent avec moi et que je peux les aider à y réfléchir, c'est top. C'est bien. C'est top parce que je pense que ça aura un impact vachement positif d'aider des magasins à se transformer en autre chose. Mais voilà, après je reste humble, je sais qu'il y a quand même des contraintes opérationnelles et court terme très fortes dans ces milieux-là. Et, tu fais à ton échelle. Ce recul n'est pas évident. Mais voilà, et à mon échelle, et en même temps, si ça devient systémique, tu vois, si ça devient généralisé et que tous les magasins se mettent à prêter et que les gens se mettent à s'emprunter entre eux dans tous les sens, ça les poussera forcément à se dire qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on fait, quoi. C'est sûr. Et ce sera plus mal. Et en tout cas, mon but, tu vois, il n'y a pas du tout de volonté de détruire les emplois ou de tout ce monde-là. Non, c'est plutôt accompagné sur un changement de paradigme, mais qui existe et qui est là dans tous les cas. Exactement. Parce qu'une fois, j'avais présenté le projet, c'était il y a un an d'ailleurs, à des gens de la CCI Hauts-de-France, et ils m'avaient dit putain, mais en fait, ton truc, s'il marche, il met à genoux la grande distribution, il les flingue. Et je dis oui, effectivement, si la grande distribution ne change pas. Mais l'idée, ce serait que ça leur fasse prendre conscience que de toute façon, avec ou sans ce que je mène, il y a une lame de fond dans les modes de consommation, dans les aspirations des gens et tout, qui fait qu'ils vont se mettre à genoux s'ils ne changent pas. Et d'ailleurs, les contre-performances d'Auchan de l'année dernière le montrent, quoi. Juste profitez-en pour vous réinventer, les gars, quoi. Et si on peut aider à ça, tant mieux. Mais voilà. Super. Et donc le modèle économique, en gros, c'est ça. C'est sur la partie plateforme, c'est des communautés de partage privées où on paye au nombre de salariés ou au nombre de membres, quoi. Tu vas faire des licences.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis des licences, mais ça reste open et gratuit pour le monde public en fait. Ouais, ok. Et puis l'autre truc, c'est des abonnements pour les professionnels qui veulent prêter. En gros, en disant, si tu n'es pas une personne physique, mais une personne morale, donc si tu es un pro, si tu veux prêter, toi tu payes. Parce que tu en tires un intérêt par ailleurs. Et donc du coup, c'est toi qui... Le fait que tu payes, ça permet que moi je puisse offrir ce bien commun à la population. Justement maintenant, alors tu commences à avoir un petit peu d'expérience. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un novice, tu vois, là comme moi par exemple, qui vient de démissionner, qui veut me lancer dans le truc. Quel serait un conseil que tu donnerais comme ça avec le recul que tu as? Je trouve très bien de vouloir, je pense qu'il faut le faire, de vouloir apprendre, de s'intéresser à ce que font d'autres, etc. Mais je pense que rien ne remplace le fait de faire, d'y aller, quoi. Donc je conseille à tout le monde, c'est un peu ce que je disais dans mon témoignage tout à l'heure, mais j'ai passé un an à rester dans le monde des idées et c'est un an de perdu en fait. Donc je sais pas où je serai aujourd'hui et c'est pas grave, j'ai aucun regret, mais en tout cas allez-y quoi. Donc faire le premier pas. Truc. Ouais, le plus petit pas possible vers ce que j'imagine être ce que je veux pour le monde là où j'en suis maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais tes premiers pas, ce que tu imaginais vouloir pour le monde va changer un peu aussi. Et va s'affiner, va se raffiner, se cristalliser. Et il y a une autre phrase, c'est un pote qui est fan de Bergson qui disait ça. C'est une phrase de Bergson, je crois, qui dit en gros, quand tu poses une intention, les conditions de réalisation se révèlent. Elles étaient là, elles étaient latentes, mais tu pouvais pas les saisir tant que t'as pas posé vraiment l'intention. Et poser vraiment l'intention, ça relève un peu d'être dans le faire, c'est vraiment y aller, être en mode projet. C'est pas juste dire je veux devenir entrepreneur du changement et faire ci ou ça, ça suffit pas, c'est vraiment être en démarche. Et tu n'es en démarche, je pense, que si tu commences à faire quoi. Voilà ce que je pense. Après, ce que je peux dire aussi, c'est je pense que en fait on a des intuitions. L'intuition, je crois que c'est Einstein qui disait ça. L'intuition est un don formidable qu'on a, et la raison, la rationalité est un outil formidable à son service. Sauf qu'on vit dans une société qui a mis qui a mis en avant l'outil et qui a oublié le don. Et c'est assez intéressant. On est dans une société beaucoup trop rationnelle et en fait, je trouve ça assez cool d'aller chercher un peu dans les tripes, un peu dans on sait pas trop pourquoi, mais on a une intuition que c'est ça qui est bon de faire. Et ensuite, le rationnel, il va trouver pourquoi et comment on va faire. Et laisser tomber la rationalité de temps en temps et y aller parce que c'est juste le truc, on sait que c'est ça qu'il faut faire, c'est vachement bien. Donc voilà. Ok. J'essaye de pas être tarte à la crème pour autant, mais c'est beau, c'est beau. Bon, je te laisse, dernier moment, ton moment pub ou placement produit. Est-ce que tu veux dire un mot à ceux qui nous ont écoutés? Prêtez-vous les uns les autres. Ah, j'en étais sûre. Bah ouais, tu connais cette phrase. Bah ouais, prêtez-vous. C'est une sorte de hippie qui a dit ça il y a 2000 ans à peu près, mais vraiment que ça soit sur Chirac-Long pas, c'est pas tellement le sujet, mais si c'est sur Chirac-Long, je serais très content. En tout cas, c'est bien que, voilà, j'ai illustré toutes les vertus que ça peut avoir, mais ce qui est assez intéressant, c'est quand on me demande pourquoi je prêterais, pourquoi des gens prêteraient. Et je vous pose la question, comme je pose la question aux gens qui m'interrogent là-dessus, qu'est-ce que ça vous fait quand vous faites un cadeau à quelqu'un? Qu'est-ce que ça vous fait quand vous rendez service à quelqu'un? Et en général, on se fait plus de bien à soi qu'à l'autre, en fait. Et ça ne nous coûte pas d'être généreux. C'est ça qui est assez intéressant. Et donc, je vous invite tous à le voir de cet angle-là, en fait. Et en général, quand on le voit sous cet angle-là, c'est plus tellement un sujet, la crainte d'user ma tante si je la prête à quelqu'un, je sais pas quoi. Il n'y a pas, de combien on va user sa tente de rando, quoi. Qui a usé et limé sa tente de rando jusqu'au bout? Ça arrive très rarement, et pourtant elles n'ont pas une durée de vie de ouf si jamais on l'utilisait beaucoup. Allez-y quoi, vous risquez pas grand chose et c'est assez intéressant de voir tout ce que ça déclenche chez soi.
vraiment faites l'expérience de la générosité. Ça peut être aussi par du don, ça peut être par plein de choses, mais on est dans une société qui nous propose plus assez, qui nous donne plus assez l'opportunité de l'être. Et ça fait, ça reconnecte en fait, ça reconnecte à soi, aux autres et puis même à la planète. Donc allez-y, c'est un cadeau que vous pouvez vous faire tout seul en fait. Super, alors prêtons-nous les uns les autres. Bah oui, bon. C'est pas mal pour finir. Bah, merci pour ton temps et ta dispo en tout cas. Merci Manu, avec plaisir.